France Culture. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Kostas Axelos, qui publie Ce qui advient, fragment d'une approche, aux éditions Encre Marine. Avant toute question, il y a une disposition et une disponibilité forte qui vibrent à l'écoute d'un désaccord, accord, qui ne dicte ni la question ni la réponse. Tout procède d'un gouffre profond qui est en même temps un trou de lumière. Pendant une dizaine d'années, Kostas Axelos, vous avez enseigné la philosophie à la Sorbonne, à Paris. Vous avez été aussi rédacteur en chef de la revue Argument, avec une collection de livres qui l'accompagnait, une collection que vous avez dirigée de 1960 à 2005 aux éditions de Minuit. Mais le plus important, ce sont vos livres, une vingtaine de livres depuis 1952. Ça en fait pas tant que ça finalement, mais vous me le disiez juste avant le début de cette émission, un livre, ça demande du travail, ça vous demande plusieurs années. Vous ne faites pas partie de ces gens qui publient un livre chaque année. Le livre, pour dire quelque chose qu'on a dit souvent, mais qui reste toujours à penser, un livre se fait à travers l'auteur. Si l'auteur prend son papier ou son crayon ou son appareil et commence vite à ordonner les chapitres, à aligner des phrases, c'est plus un livre, mais c'est une improvisation qui peut être quelquefois brillante, mais ce n'est pas un livre de pensée radicale, comme je préfère dire, au lieu de philosophie. Oui. Et ces 20 livres écrits jusqu'à présent, ce sont des livres qui tournent autour d'idées forces. Vous ne voltez pas comme des papillons autour de la lumière, d'une lumière improbable. Oui, tout à fait. Je dirais que le centre de tous les livres, c'est ce qui advient. Et si on se demande qu'est-ce que ce qui advient, j'enverrai à un livre publié en 69, Le jeu du monde, qui se manifeste aussi par une éthique problématique et une contribution à la logique et des notices autobiographiques entre guillemets. Vous citez Le jeu du monde, mais est-ce qu'il y a d'autres livres que vous avez publiés qui vous paraissent devoir être lus en priorité aujourd'hui? Autour toujours de la question de ce qui advient, qu'est-ce qui advient le jeu du monde, il y a aussi 2 livres axés principalement sur le mode du questionnement même du pensée. L'un s'appelle « Ce questionnement » et
lui fait face un livre intitulé Réponse énigmatique, parce que le doublet question-réponse est très très lié. La question elle-même est problématique, elle vise une réponse qui ne l'est pas moins. La grande question pour vous, c'est la question, c'est-à-dire le La grande questionnement. question pour moi, c'est la question du monde. Pas qu'est-ce que le monde, parce que ça serait impliquer l'être, soit comme verbe substantivé, mais le déploiement même du monde qui est l'horizon suprême en deçà ou au-delà duquel on ne peut pas monter. La question, il en est question aussi dans ce nouveau livre, Kostas Axelos, Ce qui advient. On l'a vu d'ailleurs, puisque j'ai choisi de lire, pour commencer l'émission, un paragraphe sur la question, un paragraphe ou un fragment, je ne sais pas comment vous appelez ces textes qui composent le livre. Le livre est écrit par paragraphe ou par numéroté même, qui plus est, ou par fragments, mais ces fragments ne sont pas aphoristiques. Le livre ne compose pas un ensemble aphoristique, mais fait un tout articulé où les aphorismes s'intègrent à ce qui devient ou proviennent même de la question « qu'est-ce que ce qui advient ?» Il y a 350 fragments que vous avez répartis en 9 parties distinctes. D'être attentif à ce qui advient, voilà en tout cas le thème principal. Donc une construction, finalement, c'est pas un recueil, un recueil de fragments. Je dirais une construction, comme vous dites, une articulation des membres d'un tout ouvert. Parce que vous pensez que nous restons souvent trop loin de ce qui advient. En général, l'humain reste trop loin des forces élémentaires telles qu'elles se sont déployées, la grande nature, le sacré ouvert pour ceux qui y croient, l'homme lui-même, l'art. C'est comme nous avions peur de ce qui nous est plus proche, qui nous est le plus terriblement intime, et qu'on se retire, pas pour prendre la distance et pour mieux l'affronter, mais pour en quelque sorte se débarrasser de lui. Mais s'approcher, ça ne va pas de soi. S'approcher est un long, long travail, parce que ceux qui s'approchent rencontrent ce qui s'ouvre à nous, ou ceux qui s'ouvrent à nous rencontrent ce que nous essayons d'approcher. De quoi essayons-nous de nous approcher exactement? Est-ce que c'est de... Je dirais du cœur battant, pulsant du monde, dont le travail, qu'il soit manuel, comme on dit, ou spirituel, dont l'amour sous toutes ses formes, dont l'action politique quand elle est intelligente, dont l'écriture ou l'enseignement, dont l'art, il y a quelque chose qui pulse. Cela, en général, reste inconscient de celui qui produit. Mais je dirais qu'au fond du fond, et sans qu'il y ait fond, c'est le monde écrit avec un M majuscule, si on veut, ou souligné, écrit en italique, qui nous interpelle et que nous essayons d'appeler. Un monde qui ressemble beaucoup à une sphère de non-dit. Le monde lui-même est la source du dire, mais il ne peut que demeurer non dit parce que son ouverture même est passé, présent, avenir. Ce n'est pas un devenir pur et simple, car tout moment du temps est en même temps passé, présent, avenir, et nous n'arrivons pas à dire cette tridimensionnalité du temps, l'ouverture du monde. Ce qui advient, ce n'est pas seulement ce qui est là devant.
ce qui est là devant est là devant, mais en même temps n'est pas. Je prendrai un exemple plutôt. Hölderlin, à son époque, était là. Pour certains, très très peu, il était là. En même temps, il n'était pas là. Un esprit comme Goethe l'ignorait volontairement. Il a fallu du temps pour que Hölderlin, toujours dans une absence, car sa poésie reste abyssale, est là, tout en se dérobant. Ce qui advient, Kostas Axelos, dans les médias, c'est un livre. Le livre que vous venez de publier chez Encre Marine avec en sous-titre fragments d'une approche. Une approche qui ne se laisse pas réduire à l'être, ni au simple devenir, vous venez de le montrer, ni même au non-être. L'être, le devenir, le non-être ont été les trois mots-clés préparés par la pensée pré-philosophique, pré-socratique, comme on dit, qui ont été les trois thèmes de la métaphysique occidentale. Depuis Platon jusqu'à Hegel, tout tourne autour de l'être, du devenir et du non-être dans une combinatoire qui bouge différemment tout en étant la même base. Je crois qu'au lieu de l'être, on devait parler de déploiement. Quelque chose n'est pas, ni cet appareil qui est devant moi, ni vous qui êtes mon interlocuteur, ni moi-même, mais nous nous déployons. Nous sommes et nous ne sommes pas à chaque instant. Le devenir est pris souvent comme un fleuve qui coule. C'est l'image qu'on a collée au devenir qui lui reste collée à la peau. Le devenir a des ruptures, il est aussi discontinu et il ne coule pas comme une coulée, mais c'est un advenir où les choses adviennent, qu'on les perçoive ou non, nous échappons le plus souvent, mais s'imposant à nous historiquement, l'histoire étant devenue le destin de l'homme moderne. Donc le devenir, c'est pas un chemin. Le devenir, c'était un mot qui a été employé peut-être pour la première fois par Héraclite, le devenir, toutes choses en devenir, mais je ne pense pas qu'Héraclite ait voulu dire, comme une parole qu'on lui attribue faussement, parce qu'on ne la retrouve pas parmi ses fragments originaux, c'est impossible qu'il l'ait dit, on lui attribue tout coule. Héraclite n'aurait jamais pu prononcer cette banalité. Si il était moderne, il aurait dit tout advient. Mais dans le tout est en devenir, il veut toute chose et dans son être, en même temps son contradictoire, un non-être, il est là et il n'est pas là, chaque instant est différent et le même, et le tout, comme il nous dit, le tout ouvert est comme un enfant qui joue. Le temps du monde est un enfant qui joue, nous dit-il dans un fragment célèbre. Nous sommes tous touchés par ce qui advient, mais nous préférons, alors peut-être
Est-ce la même chose pour les grands penseurs? Je ne sais pas. Nous préférons suivre notre chemin qui n'est pas toujours un chemin. Et donc échapper à ce qui nous touche. Oui, un chemin s'ouvre à nous et nous ouvrons le plus souvent un chemin. Mais comme avec la perception ou la méditation, c'est difficile de suivre un chemin si ce chemin ouvre quelque chose dans l'épaisseur de la forêt ou dans l'amplitude de la prairie. Nous essayons plutôt d'essayer d'un petit chemin à un autre chemin quand nous ne nous mettons pas à marcher comme des robots un peu dans une large avenue, croyant qu'elle offre le tout, tandis qu'elle offre plutôt le rien. Mais aujourd'hui, nous marchons tous plus ou moins comme des robots. Tous nous marchons comme des robots, comme on dit dans le mondial, le social, l'historico-mondial, et on parle du monde qui se mondialise, tandis que le monde qui se mondialise n'est pas un monde parce qu'il n'y va plus du monde, mais d'une série combinée d'actions humaines qui ne savent pas ni où elles vont, ni pourquoi elles vont. Et là, dans le livre, vous le dites, l'avancée irrésistible de la technique moderne s'empare de tout. La technique s'impose à nous. Nous croyons parler, ou nous parlons en effet, plutôt nous bavardons sans cesse la technique, mais nous n'interrogeons pas son énigme. La technique vient de quelque part. Elle n'est pas tombée du ciel comme la pluie. On peut dire, dès l'homme préhistorique, il y a le silex, ou naturellement, il y a une technique préhistorique, néolithique, etc., asiatique, classique, médiévale, moderne, contemporaine. Ça, on peut le lire dans tous les livres. Mais ce dont la technique prend son essor, cela même, c'est quelque chose que depuis 40 ans, j'essaie de scruter sans arriver à une réponse satisfaisante. Je me souviens que le premier livre de vous, écrit en français, ou publié en français, aux éditions de Minuit, c'était Marx, penseur de la technique. C'était ma thèse. Ouais. Tout mon travail de pensée commençait par un essai d'élucidation de la technique. Alors, est-ce que cette technique qui s'empare de tout va de pair avec l'absence des dieux? Certainement, la technique remplace le Dieu absent. Elle se pose elle-même, c'est-à-dire elle ne dit pas je suis la divinité, mais elle se présente, ou peut-être plus que se présente, fonctionne comme une divinité qui sait tout, qui veut tout, et autant le ciel reste libre, reste vide de Dieu, autant la technique essaie de le remplir avec ses propres engins. Et ceux qui résistent alors à ce règne de la technique et de la marchandise? Plus on essaye d'occuper la nature, la maîtriser, selon déjà la parole de Descartes dans le discours de la méthode, que l'homme se rende maître et possesseur de la nature, autant la nature elle-même se retire. Je ne veux pas dire seulement la désertification effective, le secret de la nature. Nous ne savons presque plus qu'est la nature, et même quand nous approchons d'elle dans le camping ou les excursions, nous n'affrontons pas la nature, mais nous faisons du naturisme. Ce sont les poètes qui disent non. Les poètes sont ceux qui sont le plus près de la nature présente, absente. Mais ce sont ceux aussi qui sont le plus près du non-dit. C'est les poètes, c'est le dire poétique, surtout à travers de très très grands poèmes, qui ont été les poèmes du non-dit, et leur effort
a même abouti à un nom dit magistral, Rimbaud, Hölderlin, avant, tout en faisant un effort poétique suprême pour dire et le disant, ont sombré eux-mêmes jeunes dans le non-dit définitif. Il y a une grande force silencieuse dans le non-dit. Il y a un très grand, le non-dit est plus fort que le dit, parce que le dit, nous le savons, nous le connaissons, nous pouvons le manier, tandis que le non-dit nous échappe. Nous-mêmes nous échappons à nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous dire à nous-mêmes et peut-être encore moins aux autres. Mais le non-dit est là, toujours, il Et rôde. le non-dit est là comme serait un être ou un étant absent qui occuperait toute la place tout en étant invisible. Et plus il est évité, plus sa puissance augmente. Plus il est évité, plus il se manifeste. C'est comme si on avait quelque chose dont on était sûr, qu'on disait tout, on dit « je te dis tout » dans une situation amicale ou amoureuse, le juge dit « dites tout », mais c'est strictement impossible, ou le psychanalyste dit « dites tout ce qui vous passe par la tête », c'est une impossibilité qu'il demande parce que tout, ou le tout encore plus, ne peut pas être dit parce qu'il est habité par le silence, le non-dit, l'impensable, ce qui échappe même au langage, comme peut l'être, entre autres, je dis entre autres, une tonalité affective. Est-ce que ça peut être une menace, ce qui échappe au langage ? Le non-dit se présentant comme une tonalité affective, c'est notre secret. Mais tandis que nous croyons avec la science, la technique ou même le mysticisme, scruter la nature, la grande et la petite, le microcosme et le microcosme, c'est ce qui est caché, j'appellerais ça aussi ce qui advient, le jeu caché du monde. Je pense à cela, à ce que disait Pascal, Dieu, tu es un Dieu véritablement absent, Deus absconditus, qui même pour les non-croyants demeure absent-présent. Nous sommes peut-être au-delà du règne de la présence, les choses se dérobent, mais nous sommes aussi loin de l'absence qui est comme un vouloir de saisir tout et de regretter de ne pas être maître et possesseur de tout. Mais le jeu caché du monde, c'est précisément le non-dit ? Le monde se déploie. Et si le monde était, on pourrait pas le mettre dans notre poche naturellement, mais le saisir. Se déploie signifie pas va d'un point à l'autre, mais se déploie spatio-temporellement, et ni il est, ni il n'est pas. Je crois que les anciennes catégories métaphysiques du non-être ou de l'être doivent être transgressées en vertu du déploiement qui est en même temps présent et absent, comme peut être un être qui est présent ou comme peut être dans la remémoration une figure qui est absente, et étant absente est également présente. Mais le langage qui est à notre disposition aujourd'hui, le langage multiforme, vous le dites usé jusqu'à la corde, et avec le langage, ce sont nos modes de pensée également qui sont à revoir. Le langage comme mode de pensée, comme vous dites, est justement aussi quelque chose dont nous ne sommes pas maîtres. Peut-être, comme ça a été dit quelquefois, c'est le langage qui nous parle plutôt que nous qui parlent le langage. Le langage qui est devenu l'objet de tant d'études linguistiques qui, vers le milieu, vers la fin
du siècle précédent nous a occupés, préoccupés, obsédés presque. Il y a des milliers, des tonnes de pages noircies sur le langage, et ce, nous ne connaissons pas non plus le secret. Qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qu'il dit, et en le disant et le taisant, comme je dis avant, et en parlant aussi, on dissimule, parce qu'il est impossible, non pas à l'homme individuel ou aux hommes individuels, comme vous et moi, en ce moment, mais à l'humanité entière et dans tout son futur, de tout dire. Il n'y a, ne serait-ce que l'avenir, qui échappe à toute appréhension. S'il ne faut pas tout dire, est-ce qu'il faut essayer de dire le non-dit, comme vous semblez le proposer dans votre livre? Oui, tout l'effort consisterait à dire le non-dit, mais en ne forçant pas trop le jeu. S'ouvrir au non-dit signifie aussi s'ouvrir au silence. Quelquefois, quand je pensais, pas classer, c'est trop trivial, ordonner les arts comme la peinture, l'art du dessin, de la couleur, la littérature, l'art d'un certain langage. Je pensais, je le pense encore, mais je ne suis pas si sûr de ce que je pense en le disant, que la musique est l'art du silence. C'est l'art qui fait le plus de bruit, pour le dire grossièrement, et c'est en même temps l'art du grand silence, qui fait parler le silence. Parmi les thèmes que vous abordez dans ce livre, Kostas Axelos, Ce qui advient, publié chez Encre Marine, il y a un non-dit, mais il y a aussi le vide. Parce que c'est à partir du vide que tout émerge et se configure. Le vide, c'est aussi un thème devant lequel non pas seulement la pensée, mais aussi la sensibilité occidentale a reculé. Tandis que les Chinois et les Indiens, tandis que la Chine et l'Inde a accordé une telle attention au vide, il suffit de regarder une parole chinoise, il suffit de lire 2 lignes zen, et le vide a été repoussé parce que gênant. Il demande à être rempli. Le vide crée une angoisse, l'angoisse du vide, qui demande son remplissage. Mais en le remplissant, on le laisse encore plus vide. Le vide ne se laisse pas remplir comme un verre se laisserait remplir d'eau, de vin ou d'autre chose. Le vide lui-même est cette béance originelle, ce que les Grecs appelaient chaos, qui n'est pas le rien, qui n'est pas rien, mais est comme la matrice d'où tout provient et où tout va finir. Tout commence et tout finit dans un immense vide. Donc le vide nous attire et en même temps nous repousse. Le vide à la fois nous attire. Il suffit quelquefois de regarder une ville du 20e étage d'un gratte-ciel et en même temps nous en avons une peur bleue, même dans la vie comme on dit, remplir son temps, faire passer, l'expression courante, faire passer son temps,
Ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Vous avez peur du vide? Je pense que tout en essayant de le penser et de le vivre émotionnellement, je pense que, sans que je le veuille, et sans pour cela dire qu'il est inconscient, que le vide me taraude, même aux instants, même aux moments où je n'arrive pas à le penser, où je n'arrive pas à le vivre comme une tonalité affective puissante. Les tonalités affectives ne sont pas des moments psychologiques, mais c'est quelque chose de plus profond, parce que nous ne pouvons pas appeler la joie nous submerge, nous ne pouvons pas créer la tristesse, mais quand la tristesse nous submerge, et peut-être la tristesse est-elle la forme majeure de ce vide fondamental. Vous arrivez à vous le représenter, le vide, Kostas Axelos? Je crois qu'il est irreprésentable, parce qu'il n'a pas de limite, il n'a pas de consistance, il n'a pas de corps. Mais ce vide est précieux parce que ce que contient un vase est aussi précieux dans son contenant que le vide qui appelle l'eau, le vin, la fleur. Donc le vide me fait à des moments que je ne connais pas, ou peut-être encore plus dans le sommeil, peur, encore que j'essaye autant que possible, c'est-à-dire en tant qu'humain, être fini, de m'ouvrir à lui par la pensée et vivre amicalement avec lui dans le monde de la tonalité affective. Est-ce qu'on peut dire que c'est par peur du vide ou pour vous le concilier, pour lui tenir tête, que vous avez écrit des livres? Personne n'est penseur du vide. Même les grands sages chinois, ou les zen, ou les grands indiens, dans les Upanishads, ou les soufistes arabes, n'ont pas été des penseurs ou de poètes du vide, bien que eux, plus que d'autres, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, étaient les plus proches. On ne peut pas être penseur du vide comme on est penseur du langage. Vous me direz, le langage se retire, le vide aussi, mais la béance du vide est encore plus grande et c'est l'autre face du tout du monde. C'est donc un objet impensable, le vide. Informulable, en tout cas en des termes précis, par instant et par éclair, saisissable, insaisissable par la pensée. C'est informulable et ça ne vous quitte pas. Oui, il ne se laisse pas, parce que aussitôt que même nous l'appelons vide, nous l'avons rempli. Quand je dis j'ai eu une après-midi vide, nous l'avons déjà rempli, nommé, peut-être gâché, nous ne l'avons pas laissé être ce qu'elle était vide. Ce qui ne nous quitte pas, vous dites dans le livre, que c'est sans cesse transformé, justement. La nature humaine est continuellement modifiée. C'est les métamorphoses, comme j'ai intitulé un de mes livres, bien que ceci était inélégant, j'ai essayé de voir tout, c'est-à-dire ce qui advient, c'est-à-dire le jeu du monde, comme une suite non continue de métamorphoses. Au lieu de dire changement, c'est un mot un peu trop employé, après tout en changeant reste le même. Les métamorphoses, c'est ce à quoi nous sommes soumis, mais soumis non pas passivement, parce que les métamorphoses ont lieu en nous métamorphosant et nous en métamorphosant les êtres et les choses.
En se métamorphosant, on crée une fiction. En se métamorphosant, on métamorphose. Je préfère dire on métamorphose qu'on crée tout ce qui est, et peut-être aussi à son insu, des éléments très importants de ce qui va venir. Vous parlez de la fiction, vous parlez du rêve et de la fiction dans le livre. Le rêve, la fiction ne sont pas rien. Ils sont l'autre du jeu du monde, de ce qui advient. Ils adviennent, et aussi la fiction, le rêve, mais comme il est pratiquement impossible de raconter un rêve, même Freud de son école, quand il écrivait ou réécrivait le rêve d'un patient, il l'articulait eux, ce n'était plus le rêve d'un autre. Même s'ils se racontaient, les psychanalystes, leur rêve, il était reconstruit parce qu'on ne peut pas parler du rêve comme ça dans un langage rationnel, parce qu'il cesserait alors justement d'être rêve. Il faut être ouvert au rêve qui nous guide, et apprendre des choses du rêve, non pas du rêve comme une activité prémonitoire, mais comme d'un troisième œil, que l'homme disposerait. Mais il ne faut pas, en disant ça, aussitôt me vient à l'esprit la parole si profonde de Hölderlin, quand il disait que le roi Oedipe avait un œil de trop. Le roi Oedipe avait ses deux yeux, mais quand il a su ce qu'il était, ce qu'il faisait, il a eu un œil de trop, et ça l'a conduit à se crever même les deux yeux. Ce qui advient, fragment d'une approche, le livre de Kostas Axelos est publié chez Encre Marine. Du jour au lendemain, Jean-François Néolier, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.